c'est un paradoxe apparent que ça soit au sein des Égus et au sein d'Assud qu'on pose cette question. En tout cas, elle est quelquefois posée. Et donc, on a souhaité inviter 4 personnes pour en discuter et en débattre dans un climat, disons, qu'on veut apaiser et surtout avec le temps de la discussion, ce qui n'est pas toujours le cas de la communication sur les réseaux sociaux, par exemple. Et on va procéder de la façon suivante. Fabrice va introduire la question sous un angle historique, puisqu'il y a une histoire de la réduction des risques et que on a été, comme d'autres gens dans cette salle, un acteur rapidement. Hein, et puis ensuite, j'introduirai la table ronde. Je vous donnerai à chacun quelques minutes, 4 ou 5, pour une première position dans ce débat. Et puis ensuite, ce que je voudrais, c'est que voilà, on en fasse vraiment un débat avec des échanges d'arguments, des échanges de réflexions, sachant que il y a une dimension polémique sur cette question qui peut prendre quelquefois des formes extrêmes. On l'a vu avec la manifestation de ce groupuscule d'extrême droite là devant la salle de consommation à moindre risque. Là, on n'est pas dans ce cadre-là, évidemment, mais ça fait partie du tableau. Et donc, Fabrice, je te laisse pour ce premier passage en revue de la RDR. Oui, donc ça va être extrêmement rapide parce que je pense qu'aujourd'hui, le principal problème qu'on a, c'est d'arriver à faire parler tout le monde et avec le plus de clarté possible. Je voulais juste donner un petit aperçu historique de ces questions qui se posent, qui sont légitimes quand un certain nombre de gens ne sont pas contents, notamment des riverains. Je pense que dans les Égus et dans les travaux que l'on fait sur la réduction des risques, dans le milieu de la réduction des risques, on a toujours un souci, c'est un petit peu de parler entre nous. Ça fait des années qu'on le dit, parler entre gens qui sont finalement assez d'accord avec ce principe-là de la réduction des risques, mais ce qui empêche peut-être de l'affiner et surtout de se coltiner à des débats beaucoup plus larges dans la société dite civile qui font des constats qui ne sont pas forcément positifs avec l'énoncé de cette politique. D'où l'idée de demander si cette réduction des risques est à bout de souffle. Donc c'est le titre de cette première table ronde, mais qui va se prolonger dans la suivante, qui va aussi évoquer les problèmes, hein, et non pas enfin avec des solutions certainement, mais en tout cas on parle du fait qu'aujourd'hui il y a quand même un certain nombre de problèmes objectifs. Donc ouais, la diapo suivante. Alors il y a d'abord des constats qui sont là. C'est notamment à Paris, un certain nombre de riverains qui s'interrogent sur la pertinence de ce dispositif, hein, donc la réduction des risques, ce qu'on appelle la politique de réduction des risques, qui peine à résoudre les problèmes de cohabitation entre les consommateurs de drogue. Alors j'insiste, en grande détresse sociale, parce que ça, je pense que c'est un des points sur lesquels il va falloir insister, et le voisinage, les incivilités, je ne m'appesantis pas là-dessus, je pense que vous savez exactement de quoi je parle. Mais ça relance des vieilles polémiques, en fait, qui cernent la RDR depuis très longtemps. Notamment un certain nombre de soignants et de politiques qui accusent la RDR de faire passer des objectifs idéologiques pour des pratiques de soins et d'être le marchepied de l'antiprohibition. Bon, ça, c'est vraiment un procès, entre guillemets, qui existe depuis que la réduction des risques existe, qui a été même relayé à certaines époques par des partis politiques. Et là, aujourd'hui, qu'on entend peut-être dans une dimension beaucoup plus d'opinion publique et de journaux mainstream. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est que du coup, ces critiques ne se présentent pas nécessairement comme des choses politiques, comme des choses de l'ordre d'un débat droite-gauche, par exemple, mais vraiment comme l'expression de citoyens qui constatent des choses. Et notamment à travers la question de la place du sevrage dans les dispositifs, du financement de ces places de sevrage par les pouvoirs publics. Donc, next. Bon, alors, pour cadrer, à l'origine, la RDR mise en place
est mise en place dans le cadre de la lutte contre le sida, dans un contexte de consommation d'héroïne intraveineuse dans les années 80-2000. Je le dis souvent, pour moi, c'est des évidences, mais en fait, je me rends compte qu'il faut le redire parce que le temps passe et puis ces évidences-là ne sont pas nécessairement celles, par exemple, qu'ont en tête les plus jeunes. Un contexte qui est pérennisé par la loi de 2004, celle qui crée les Carudes et les XAPA, et notamment son article 31-24 dit « La politique de réduction des risques en direction des usagers de drogue vise à prévenir la transmission des infections, la mortalité par surdose par injection de drogue intraveineuse et les dommages sociaux et psychologiques liés à la toxicomanie par des substances classées comme stupéfiants. » Remarquez qu'on ne parle pas du tout des produits légaux. Et surtout, la RDR ne se présente pas spécifiquement comme un dispositif de prise en charge de la précarité sociale. Ce qu'elle peut être devenue de fait aujourd'hui, notamment quand on parle des Carudes. Donc ça, je pense que c'est à la base d'un certain nombre de problèmes qu'on va évoquer ensuite. Dernière diapo. Alors les questions qui vont se poser là, dans ce débat, mais à mon avis tout au long de la journée. Existe-t-il un décalage entre la réalité de l'usage de drogue et un dispositif qui reste globalement organisé autour de la fourniture de matériel d'injection, parce que c'est aussi un critère d'évaluation hein, pour un certain nombre d'établissements. La prise en charge de la dépendance des opioïdes, notamment à travers la politique de substitution, et des opioïdes seulement. La place du sevrage n'est-elle pas impactée par les débats anciens qui opposaient la RDR et l'abstinence, à savoir, est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de diabolisation ou de méfiance à l'égard de la question du sevrage et de l'abstinence, due au fait que, ça aussi c'est historique, le dispositif s'est imposé un peu contre cette place du sevrage qui était le seul soin offert avant la réduction des risques. Et sur la question du financement, je vais terminer par là. Il y a des accusations qui portent sur les associations de RDR, mais en fait, je pense qu'il existe plutôt une question qui n'est jamais abordée, liée au conflit d'intérêts entre l'industrie pharmaceutique et la prescription de TSO, pour le coup, qui est un dossier énorme, où effectivement, il y a une industrie pharmaceutique qui a nécessairement intérêt à ce qu'on prescrive des TSO, voire qu'on les prescrive à vie. Donc il y a un certain nombre de théories sur la maladie chronique récidivante, hein, liée, encore une fois, aux opioïdes. Et donc cette question du financement, du sevrage par rapport à la RDR, elle se pose, mais plutôt, à mon avis, sous cet angle-là. Et voilà, ça nous permet d'entrer dans le vif du sujet. Merci Fabrice pour cette introduction à la fois historique et puis qui ouvre déjà un certain nombre de questions clés. Donc j'ai 4 invités, je les présente rapidement et si cette présentation est incomplète, vous la compléterez. Donc Marie-Angoune Rombaldi qui est déléguée générale de la Fédération Addiction, Marie-Geoffrey Roustide qui est sociologue, chercheuse qui relève de l'INSERM et du CNRS et qui est spécialiste des questions liées aux toxicomanies. Jean-Paul Bruno, qui est fondateur et président de EDVO, qui est une structure donc, qui accueille des personnes dans des situations d'addiction complexe et qui les accompagne sur la durée à travers un centre relais où il y a environ 35 places et des appartements thérapeutiques. Et François Dio, qui est ancien chef de service de Carude et qui a une, je ne sais pas si le mot militant est le bon mot, mais qui a des prises de position sur ces questions qu'il a tenu dans les débats que Fabrice vient d'évoquer. Donc, je vais vous donner à chacun la parole. Hein. Donc, on est à la fois sur cette question large de la réduction des risques et de son articulation avec la question du soin. Bon, c'est vrai que il y a une question concrète et comment dire actuelle. De ces personnes qui consomment du crack dans la rue. Donc ce problème reste entier. Il a soulevé de nombreux débats qui quelquefois se focalisent peut-être d'ailleurs trop sur l'enjeu des lieux d'accueil bas seuil, je ne dirais pas des salles, mais de la salle
parisienne de la gare du Nord et des projets de halte soins addiction, avec des enjeux, des débats effectivement animés sur leur ouverture ou leur localisation. Et effectivement, ce qui est intéressant dans ce débat, c'est que si tout le monde n'est pas d'accord, est apparu peut-être de manière un peu plus complexe que naguère, hein, la question du soin qui est brandie ici ou là. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le conçoit? Comment est-ce que ça s'articule ou non avec la question de la RDR? C'est cet enjeu que je voudrais qu'on puisse débattre ce matin. Et donc, je cède tout de suite la parole. Je vais commencer par Marie, Marie Ongood, si tu veux bien. Et puis ensuite François. Marie Geoffrey et Jean-Paul terminera. Alors je vous demande d'être court, hein, comment vous vous situez dans ce débat, qu'est-ce que vous voulez porter comme idée en 4-5 minutes, et puis après on fera quelque chose de plus interactif. Oui, merci beaucoup. Pour préparer ce débat, on s'est posé la question à la Fédération Addiction, question qu'on se pose en permanence, nous aussi. Donc la réduction des risques est-elle à bout de souffle? Et ce qui nous vient en premier lieu, c'est que tout simplement, non, elle n'est pas à bout de souffle et ne peut pas l'être parce que tout simplement, elle permet de sauver des vies et c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler. Ensuite, elle permet d'avoir, pour des personnes qui sont notamment en situation de grande précarité, pour des personnes qui sont consommatrices en rue, d'avoir une première accroche, une première porte qui s'ouvre vers l'accès aux soins. Et sans la réduction des risques, on peut imaginer que cet accès soit ne se ferait pas, soit serait encore plus compliqué. On trouve également que la réduction des risques, parce qu'elle est souvent mise en avant dans les médias, elle fait souvent l'objet de débats passionnés, elle permet de sortir, en tout cas selon nous, des débats stériles qui l'opposent à l'abstinence, au sevrage. Parce que plus on parle de réduction des risques, même si parfois on en donne des définitions qui sont tronquées ou qu'il y a une méconnaissance, plus on peut faire passer le message qu'au contraire, la réduction des risques ne s'oppose pas à l'abstinence, ne s'oppose pas au sevrage, mais qu'il existe un panel de solutions, un panel de dispositifs qui sont tout aussi variés, que sont variées et sont différentes les personnes consommatrices de substances. Et la réduction des risques permet de s'adapter au parcours de chaque personne. Peu importe la place, peu importe l'endroit, ce qui compte, c'est le besoin de la personne à un instant T. Et ça, on considère que c'est vraiment quelque chose d'important. Après, en effet, ça fait quelque temps que la réduction des risques est mise à mal. On peut dire qu'elle est peu développée, hein. Paris, une seule salle de conso, pour prendre juste cet exemple-là, même si la réduction des risques ne se limite pas aux salles de consommation. Et comment faire porter un échec, soi-disant, d'une politique publique ambitieuse à une seule salle. Donc ça nous semble impossible. Elle est également empêchée, alors qu'elle est reconnue par la loi. On pourrait en parler des heures, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et elle est aussi mal connue, hein, et fait l'objet de propos réducteurs. Donc notre rôle en tant qu'association, en tant que professionnel de terrain, professionnel du secteur médico-social, du secteur sanitaire, c'est de montrer qu'elle n'est pas à bout de souffle et c'est de faire en sorte de lui donner un second souffle avec le soutien des pouvoirs publics, on l'espère, et puis voilà, c'est prévu par la loi, donc c'est leur rôle aussi de nous aider là-dessus pour la faire connaître et tout simplement améliorer le quotidien et la santé des personnes usagères de drogue. Merci Marie. Alors François, c'est réduction des risques, soins, ça s'oppose, ça s'articule. Comment vous voyez les choses? Bonjour. Alors moi, je n'oppose pas du tout les dispositifs et j'espère pas que la réduction des risques est à bout de souffle.
Moi, je crois vraiment à l'efficacité de la réduction des risques. Elle a démontré d'ailleurs son efficacité. Aujourd'hui, le sida se soigne, l'hépatite C se guérit. Il y a des CARUD, je crois plus de 150 CARUD en France, un dispositif très dense en ambulatoire, avec des XAPA aussi, du matériel accessible. La question, elle ne se pose pas en opposant le soin à la réduction des risques. C'est un continuum de solutions. On parle d'étapes, moi j'entends très bien ça. La question, c'est peut-être de s'interroger plutôt sur certains aspects de cette réduction des risques. En fait, ce qui questionne particulièrement des riverains, entre autres ceux de la gare du Nord, et non pas ceux de Strasbourg, c'est l'acceptabilité d'une structure qui accompagne de façon supervisée l'usage. C'est ça qui questionne, ce n'est pas la réduction des risques. Personne, aucun riverain opposé aux salles de consommation à moindre risque remettent en question l'échange de seringues, la pertinence et la validité de cette politique. Elle est inscrite dans la loi. Moi, j'ai fait partie de la commission d'audition sur la réduction des risques. Je ne vais pas remettre ça en question. La question qui se pose, c'est plus l'acceptabilité, non pas de la politique, mais de certaines structures, dont celle de la consommation qui accompagne la consommation. Ça, c'est un premier point. Maintenant, on parle de premiers pas, de dispositifs par étapes. On peut réfléchir aussi à l'articulation entre ces étapes. Moi, j'étais chef de service d'un CARUD pendant une quinzaine d'années. J'étais persuadé d'être engagé dans mon travail. Il a fallu que j'arrête de travailler dans ce secteur, que je parte en Angleterre, que je travaille dans un centre de traitement, pour prendre un peu de distance vis-à-vis de tout ça et essayer de comprendre. Et moi, je pensais être vraiment sorti de ce secteur. L'année dernière, il y a eu des rumeurs de salles de consommation dans mon quartier. Moi, j'habite à Strasbourg-Saint-Denis. Et donc, je me suis renseigné, je suis allé voir des personnes, j'ai rencontré plein de gens. Ce que je trouve très, très positif dans ce débat, en fait, aujourd'hui, c'est que, les riverains, les personnes s'informent. Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus informés. Vont sur Internet, se rencontrent, se coordonnent, réfléchissent sur le dispositif tel qu'il est organisé. Donc, il sort complètement du milieu associatif, de votre milieu, si je peux me permettre. Et donc, et les gens commencent à se poser des questions, échangent, sont d'accord ou pas d'accord. La question, en fait, aujourd'hui, c'est de voir comment s'articule ce dispositif. Moi, j'ai vu dans une étude, entre autres à CARUD de 2018, qu'il y avait que 8% des usagers de drogue de CARUD qui étaient orientés sur le soin. C'est peu, 8%. On peut penser, alors moi je suis tombé des nues quand même, j'ai essayé de fouiller un peu le truc, j'en ai discuté avec d'autres personnes, et voilà. La question c'est réfléchir que le législateur et le milieu associatif aient conçu des dispositifs par étapes, là où en est l'usager de drogue de la rue jusqu'à l'autonomie. Je trouve ça bien sur le concept. Maintenant, comment s'articulent ces structures entre elles? C'est ça qu'il faut réfléchir aussi. Alors, se focaliser sur la question de l'usage supervisé, bon, ok, mais je ne pense pas que ça va faire avancer beaucoup de schmilblick, si je peux me permettre. La question, c'est plutôt de voir comment se conçoit le soin. Comment, alors, on parle d'idéologie aussi, parce que c'est très étonnant, en fait, de te voir, Fabrice, ici, si tu veux, débattre. Il y a une question, en fait, de normalisation, j'ai l'impression, dans ce secteur. Aujourd'hui, la parole publique et la parole associative, il y a un consensus autour de ces concepts. Il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de questionnement, il n'y a plus de discours un peu politique, si je peux me permettre. Donc moi, cette normalisation m'interroge aussi. À côté de ça, il y a des dispositifs... Parce que je trouve que, si tu veux, je t'ai vu à une époque où... Mais on va échanger après, si tu veux. François, termine ton... Ouais, je termine. Moi, ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y a, au niveau international, des dispositifs qui ont montré leur validité, qui sont très peu développés en France. Tout ce qui concerne, en fait, non pas l'abstinence, mais la prise en charge sur le soin... et le modèle Minnesota, entre autres, les centres de traitement, les halfway house, tout ce dispositif qui n'est pas pris en considération suffisamment parce qu'en fait, aujourd'hui, le système tel qu'il est conçu est autour du médico-social qui a montré son efficacité avec la crise des opioïdes. On sait aujourd'hui que les usagers de drogue sont souvent polytoxicomanes, que les prises en charge sont très complexes. Ce que je questionne aussi, c'est la difficulté et le temps pour obtenir une place
d'hospitalisation. Et là-dessus, on peut peut-être trouver des points de convergence. C'est quand même complètement dingue de savoir qu'on a un tissu associatif aussi dense, avec autant de XAPA, autant de CARUD, et qu'il faut 3 mois pour avoir une place d'hospitalisation dans certaines villes. C'est quand même... Ça questionne. Donc, la question que je pose souvent, c'est est-ce que la réduction des risques n'empêche-t-elle pas de penser le soin et d'autres alternatives, autres que le médico-social, dont Jean-Paul pourra parler très bien. Merci. Merci François. Alors Marie, toi qui as travaillé à la fois dans tes recherches sur les groupes d'entraide et les approches par l'abstinence et qui connaît très bien les enjeux de la réduction des risques, comment tu te situes dans ce débat? Alors déjà, merci pour l'invitation. Moi, je parle d'une place qui est un petit peu différente puisqu'en fait, je ne prends pas en charge de public. Donc, je mène des recherches sur la question donc, des programmes en 12 étapes, effectivement, et de la réduction des risques depuis 30 ans maintenant. Et donc, j'ai choisi, dès le début de mon parcours, de m'intéresser à ces deux approches parce que pour moi, elles étaient tout à fait compatibles. Et donc, en fait, ça fait 30 ans que je pense qu'elles sont compatibles. Et donc, j'en ai déjà discuté avec tant Fabrice que Jean-Maxence. Et donc, je suis d'ailleurs ravie de voir qu'on ait ce débat aujourd'hui. Alors, tout à l'heure, j'aimerais qu'on puisse répondre. Donc, il y aura un débat par rapport à ce qui a été dit auparavant. Mais là, je vais juste poser un certain nombre de constats. Déjà, la réduction des risques fait partie du soin. Donc ça, c'est un premier constat qui est extrêmement important parce que, en fait, le soin ne se réduit pas à la question du sevrage ou de l'abstinence. Donc le soin, c'est prendre soin. Et donc la réduction des risques prend soin également des publics qui sont accueillis dans les dispositifs de réduction des risques. Donc ça, c'est un élément important. Le deuxième élément, c'est que si on se situe d'un point de vue socio-historique, la définition originelle de la réduction des risques dans les années 80, elle inclut la question de l'abstinence. C'est-à-dire que le premier niveau en réduction des risques, dans la définition anglo-saxonne de la réduction des risques, qui a ensuite été diffusée au niveau international, c'est « si vous le pouvez, ne consommez pas ». Donc, si vous le pouvez, et ce « si vous le pouvez » est quelque chose d'important. Ça veut dire que la définition originelle de la réduction des risques, elle inclut la possibilité de l'abstinence à condition qu'elle soit choisie. Et donc, dans les débats qui existent aujourd'hui sur la question de l'abstinence, c'est que ce qui est proposé, c'est une abstinence qui ne soit pas choisie, mais qui soit imposée. Et dans ce cadre-là, effectivement, ce n'est pas une forme d'abstinence qui fait partie de la réduction des risques. Donc, un autre élément important, et ça, j'y reviendrai dans le débat en détail. Moi, dans les recherches que je mène avec mon équipe depuis 30 ans, en fait, quand je fais des entretiens avec des personnes qui consomment des substances, et que je rencontre dans des CARUD et dans des XAPA, elles souhaitent à la fois diminuer, suspendre leur consommation et avoir accès à la réduction des risques. Donc, dans la demande des personnes qui consomment des substances, il y a également ces deux types de demandes qui ne sont pas du tout antinomiques. Le problème, et ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est que les dispositifs disponibles aujourd'hui qui proposent l'abstinence ne permettent pas de répondre pleinement à cette demande, à la fois en raison de la temporalité sur la courte durée, c'est qu'il y a insuffisamment de places de sevrage, et donc c'est difficile d'avoir une place tout de suite pour les usagers qui le souhaitent, et sur la question de la temporalité longue, sur la question des post-cures et de l'après. Parce qu'en fait, un autre élément qui est important, c'est qu'en fait, l'abstinence, elle ne fonctionne pas sans l'inclusion sociale, sans le logement, sans le retour à l'emploi, et donc ça, c'est un élément important. Un autre élément qui me semble fondamental et qui a été évoqué par Marie, c'est qu'en fait, pour que des personnes puissent atteindre l'abstinence si elles le souhaitent, il faut d'abord qu'elles ne meurent pas. Et donc, on sait très bien, on en a tous parmi nous, donc des usagers qui ont été contaminés par le VIH et par l'hépatite C. Et un grand nombre d'entre eux sont morts en raison du retard de la mise en place de la réduction des risques en France, et donc n'ont pas pu bénéficier de cette possibilité d'abstinence. Donc s'il n'y a pas de réduction des risques, il n'y a pas d'abstinence parce que les usagers meurent. Et sur la question du VIH et de l'hépatite C, il reste encore aujourd'hui difficile de vivre avec le VIH, surtout pour les usagers qui ont été contaminés dans les années 80-90, avant l'existence des trithérapies. Donc en fait, on ne peut pas dire que cette épidémie soit terminée.
Donc d'un point de vue professionnel, c'est important également, donc, dans le registre donc, des débats entre les professionnels, donc, de ne pas opposer donc, la réduction des risques et l'abstinence, même si on peut comprendre que ce débat existe aujourd'hui, parce qu'il a existé également dans les années 80 de manière extrêmement violente. Et cette historicité du débat qui doit être prise en compte aujourd'hui explique également la difficulté parfois d'échanger sur ces questions, parce qu'il y a des tensions très anciennes. Alors aujourd'hui, un autre élément, la réduction des risques, tant la réduction des risques que les programmes en 12 étapes qui proposent l'abstinence ont été évalués d'un point de vue scientifique. Et donc ces deux types de dispositifs sont des réponses evidence-based. Et enfin, le dernier point qui me semble important, c'est la question du niveau d'information de la population. Donc je pense qu'en fait, on a un déficit en France d'information dans la population générale sur la réduction des risques. Et les enquêtes de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, en particulier l'enquête EROP sur les perceptions, montrent qu'en fait, l'acceptabilité de la réduction des risques et des salles de consommation à moindre risque est plus élevée quand la population a un niveau d'information important sur la question des drogues. Donc ça, c'est également un point important. Merci Marie. Jean-Paul, à travers EDVO, tu incarnes une offre de soins qui passe par l'abstinence. Comment tu la situes par rapport à l'accueil bas seuil, à l'ensemble des pratiques de réduction des risques qui ont été évoquées autour de la table? Comment tu envisages le problème? Alors, aucune opposition à ce qu'il y ait une réduction des risques. C'est majeur, je dirais, au départ, mais il faut une continuité. Le déficit rapporté par tous ceux que j'accueille, c'est le manque de lien entre les structures, en partant du CARUD, passant par l'IXAPA, et l'accès aux soins. Et puis derrière, eh bien, on se retrouve à la rue parce qu'il y a rupture. Et beaucoup rechutent et meurent, bien souvent, parce que malheureusement, il y a des ruptures catastrophiques chez certains. Donc la prise en charge globale du malade dépendant passe effectivement par la réduction des risques au départ, mais il faut qu'il y ait une continuité sans rupture jusqu'à la réinsertion. Sinon, tout le monde perd son temps. Et ça fait 35 ans que je me suis lancé dans cette aventure pour aider un maximum de personnes voulant quitter la rue, ça c'est une première chose, quitter les produits psychotropes qui les empêchent d'accéder à leurs émotions, d'être eux-mêmes. Donc ils ne veulent plus être cachetonnés, ils ne veulent plus être sous dominance des aléas entre admission, écoute. Ils veulent vraiment se poser, se refaire une santé et se séparer surtout de ce qui pose le problème majeur et qui est bien compliqué, bien souvent des pathologies annexes. Il est clair que la drogue, enfin les stupéfiants et les traitements pour les pathologies annexes, les deux mélangés, font que les situations s'aggravent. Donc je suis plus pour une réduction du temps de l'accompagnement, une incitation à aller vers les soins le plus tôt possible et plus de relais entre structures pour les amener aux soins. Mais encore faut-il qu'il y ait suffisamment de place pour le sevrage et surtout la post-cure. Les post-cures sont en nombre totalement insuffisant en France. Consolider l'abstinence, c'est majeur pour moi, enfin ça me semble logique. C'est ce que disent d'ailleurs tous ceux qui viennent à EDVO. Il y a donc un besoin de plus de communautés thérapeutiques où on intègre effectivement le soin. Et puis il faut des structures comme la mienne qui choisissent par des malades dépendants qui ne veulent plus être en contact tant avec les produits de substitution qu'avec ceux qui consomment de façon sporadique. Donc le choix est déterminé, c'est-à-dire que là on respecte le choix du malade dépendant, c'est-à-dire ne plus être fragilisé par le contact avec les produits tout en étant dans une dynamique d'entraide
Tous les jours, ils sont sur Paris, au contact des dealers, mais il y a cette dynamique d'entraide qui démarre dans notre centre, qui se poursuit à l'extérieur. Donc le travail narcotique anonyme ou alcoolique anonyme est complémentaire, mais nous nous appuyons sur ce modèle pour en faire quelque chose en interne. Travail sur le groupe, travail d'entraide, travail sur les émotions, reconstruction en partant du physique, parce que beaucoup se sont négligés, et le dentaire, par exemple, tout ce qui est hépatique, et l'inventaire aussi des pathologies annexes, qui est souvent fait trop tardivement, et avec un mésusage des médicaments, ou voire même, chez certains, l'abandon des prises de médicaments, qui ramène la personne à ces troubles qui poussent plutôt à reconsommer. Donc on accompagne sur 1 an par étape pour les amener à l'autonomie. Et à l'issue de ça, il faut des appartements thérapeutiques. Sinon, là encore, on manque une étape et la personne se retrouve dans ce phénomène de rupture de prise en charge. Donc on a trop de demandes, pas assez de centres, et je voudrais bien être aidé pour dupliquer ce que je fais depuis 35 ans, parce que ça fonctionne. Et ils n'ont plus envie de retourner dans la rue. Et ils deviennent, je dirais, des pères aidants ou des patients experts. Enfin, ils deviennent des personnes très utiles dans notre société pour aller au contact des autres. Donc, plutôt du partenariat que de l'opposition. Merci à tous les quatre. Donc, on va engager le débat. Je vais le relancer un peu parce que j'avais peur qu'on soit trop dans la confrontation, mais je ne voudrais pas non plus qu'on l'évite. Et donc, voilà. Et je pense qu'il y a des points de convergence qui apparaissent et aussi des lignes de rupture. Moi, je vais faire 2 relances à la fois, de manière un peu artificielle, mais à la fois côté RDR et côté approche, disons, par l'abstinence. Sur la RDR, je vous pose la question, est-ce que, même si la question des maladies infectieuses reste importante, il y a un recul, il y a une prise en charge, et on a quand même beaucoup avancé là-dessus, même si c'est fait avec retard. Et puis de l'autre côté, c'est vrai que cette politique de réduction des risques, elle s'est beaucoup appuyée sur la substitution, et ce qui soulève aussi des problèmes, comme l'a dit Fabrice. Et par exemple, dans le cas des gens qui consomment du crack dans la rue, ces consommateurs précaires qu'on évoque, aujourd'hui, il n'y a pas cette solution-là. Donc, comment est-ce qu'on... C'est quoi la RDR, donc, un peu en 2022 ? Et du côté des approches sur l'abstinence, c'est vrai que François, tu parlais de la crise des opioïdes. Il y a une crise des opioïdes actuellement aux États-Unis. Les États-Unis sont beaucoup plus centrés sur les approches type Minnesota que tu évoquais, qui fonctionnent. Cela dit, ils sont confrontés à une terrible pandémie liée aux opioïdes qui se compte en dizaines, pour ne pas dire en centaines de milliers de décès. Donc là aussi, est-ce qu'il y a une tension ? Est-ce que cette réponse par l'abstinence, elle permet de faire face à des enjeux pandémiques comme celui-là ? Et puis, deuxième point, c'est vrai que dans la RDR, il y a cette idée d'accueil inconditionnel. Comment est-ce que on peut reconduire cette idée aujourd'hui, puisqu'elle était un peu à la base de cette politique. Donc là, je vous propose des prises de parole plus rapides. On en débat. On n'est pas forcément d'accord. Je vous sais gré les uns et les autres d'être dans une logique d'échange, mais on n'hésite pas à mettre en avant les éventuels dissensus qui peuvent traverser nos propos. Qui se lance ? Oui, merci. Je voulais rebondir sur la question du crack. Et c'est vrai qu'on associe souvent consommation de rue et crack, et ce n'est pas forcément le cas. Et c'est une question que je veux mettre au débat aussi, mais on le sait très bien, le crack, comme toutes les autres substances, qu'elles soient licites ou illicites, c'est d'abord une solution avant d'être un problème.
Et pour en revenir à l'acceptabilité sociale, finalement, qu'il y ait un traitement de substitution ou pas, est-ce que c'est vraiment ça le problème? Mais est-ce que c'est pas plutôt la situation et le profil de ces consommateurs de rue, qu'ils prennent du crack ou du Skénan près de la gare du Nord? C'est qu'en fait, ce sont des populations qui sont précaires, ce sont des populations qui sont souvent sans domicile fixe, ce sont des populations qui sont étrangères, qui parlent une autre langue, qui pour beaucoup n'ont pas de papier. Donc finalement, est-ce que c'est le rejet d'une consommation d'un produit qui est aussi un produit, la cocaïne, consommée par beaucoup de personnes très insérées, ou est-ce que c'est le rejet d'une catégorie de population déjà stigmatisée et encore plus stigmatisée par cette consommation et cette très grande visibilité sociale. Là, on parle souvent des invisibles. Non, ce ne sont pas des invisibles, ce sont des gens très visibles. Bon. Alors moi, je vais renforcer cet aspect des choses, parce qu'effectivement, tu as raison, trop de consensus, c'est pas, tue la discussion aussi. Donc, je crois que dans l'espèce de difficulté qu'on a à énoncer finalement des oppositions. Parce qu'effectivement, c'est vrai que la réduction des risques, c'est un peu la culture du consensus, et ça écrase un peu tout. Y compris, d'ailleurs, c'est pire que ça, c'est l'addictologie, à mon avis, qui écrase tout, y compris dans son histoire de licite, illicite, c'est pas la même chose. Or, les points cruciaux, c'est effectivement la question sociale, c'est-à-dire que, Jean-Paul, dans ton intervention, tu parles très naturellement de sortir de la rue, alors qu'au départ, en tout cas la révolution historique de la réduction des risques, dans notre idée, c'était un autre rapport à la consommation. Et cet autre rapport à la consommation, à mon avis, il est toujours en question. C'est-à-dire, l'autre rapport à la consommation, c'est réussir à consommer à moindre risque. Et c'est certainement pas cesser de consommer. Et à mon avis, le tabou, le gros tabou qui explique, y compris la violence des polémiques, c'est que, comme la loi n'a pas changé, le discours majoritaire qui est diffusé auprès de tous les gens qu'on croise, mais y compris des consommateurs d'ailleurs, c'est que consommer, c'est pas bien, et qu'il faut tout faire pour arrêter de consommer, y compris dans l'idée que tu as évoquée au départ, là, que la réduction des risques, ce serait d'abord éviter de consommer. Je pense que c'est pas du tout l'enjeu, au fond, des gens qui ont commencé dans la lutte contre le sida, avec le parapluie du sida, et beaucoup d'accusations qui sont faites, vous êtes le marchepied de l'antiprohibition, de mon point de vue, elles sont vraies. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de militants qui se sont engagés là-dedans pour changer la loi, et du point de vue du sida, évidemment que les choses, elles sont positives. On a gagné la bataille du sida, voire la bataille de l'hépatite. Pas totalement. Enfin, globalement, donc, à mon avis, les deux tabous, c'est ça. C'est la question de la rue, qui laisse de côté l'immense majorité des gens qui consomment tranquillement et qui sont des gens plutôt insérés et plutôt blancs, et la question qu'on ne sait pas coltiner avec la société, des gens qui veulent consommer par rapport aux gens qui, tout à fait légitimement, veulent arrêter de consommer et là sont pris dans d'autres problématiques, y compris des problématiques de soins, comme l'est les TSO. Les TSO, c'est un soin. Il n'y a pas que la prise en charge sevrage. Les TSO, c'est un soin, et c'est un soin qui est antinomique justement à la question du sevrage, de mon point de vue. Jean-Paul ? Il y a l'aspect également durable de l'usage, qui n'améliore pas forcément l'état général de la personne. Plus on consomme et plus on s'éloigne du retour à une santé, je dirais, normalisée, ou en tout cas, s'il y a des pathologies annexes, elles ne sont pas forcément traitées correctement. Et prendre des produits stupéfiants et des tranquillisants ou des calmants, quelle que soit la situation, n'a jamais fait bon ménage en général. Il y a une polyconsommation. Et ceux qui veulent arrêter, ils veulent tout arrêter. Et c'est un choix. Donc que celui qui veut continuer à consommer
et à alourdir l'addition, je dirais, en termes de pathologie, c'est son choix. Mais celui qui veut vraiment rompre avec tout ça, je pense qu'on doit respecter ce choix. Et il n'y a pas assez de structures pour l'aider dans ce choix. C'est tout ce que je dis. Je ne critique pas celui qui veut continuer à consommer. D'ailleurs, on ne va pas le forcer. Ou à ce moment-là, il faut recréer des structures un peu expérimentales dans le milieu carcéral, comme ça s'est fait à une époque. Il y a eu un essai pour ceux qui incarcéraient. On leur a offert pendant 3 ans une expérience avec le modèle Minnesota intégré dans une aile de prison. Et j'accueillais des sortants en liberté, disons très conditionnelle, bien sûr. Donc j'ai participé un peu à tout ça. Et je dis que c'est possible aussi. Mais c'est pas le taux de réussite est certes limité. Il y a des propositions qui sont faites, que j'ai lues dans la presse, de gens qui disent pourquoi il n'y a pas des obligations de soins. Il y a aussi l'injonction thérapeutique qui existe dans la loi, qui n'est quasiment plus appliquée. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est le premier pas vers les soins pour certains. Et c'est certes un échec dans la majorité des cas, mais le fait de rencontrer les soins de façon forcée, c'est déjà faire connaissance avec une possibilité. Mais pour moi, la connaissance avec les soins, le plus porteur, c'est de donner de l'attrait aux soins. Et ce sont les anciens malades dépendants qui apportent, pour moi, la meilleure image du bénéfice soins et prise en charge, à condition, bien entendu, de permettre non pas à des usagers actifs qui vont plutôt valoriser leur consommation sécurisée, mais pourquoi pas dans les RDR, puisque c'est l'objectif. Mais pour ceux qui ont envie d'entendre un autre discours axé sur je veux arrêter tout cet assistanat avec des produits et aller vers l'abstinence, pourquoi pas développer des formations d'acteurs relais ex-patients qui ont 2 ans d'abstinence ou 5 ans d'abstinence, des gens qui connaissent le problème, qui ont une expérience et qui peuvent avoir beaucoup plus d'attrait pour venir au contact. Marie. Alors, je voulais juste rebondir sur 2 choses. La première chose, c'est la question du soin. Donc, je répète, mais la répétition a un sens aussi pédagogique. La question de la réduction des risques, c'est le soin au sens de care. Et ce n'est pas uniquement les traitements de substitution. Les traitements de substitution en font partie, mais plutôt certainement au sens de cure, soigner dans ce sens-là. Et la réduction des risques, c'est le soin au sens de care, prendre soin. Et donc, par rapport à ce que vous disiez, je pense qu'on est tous d'accord sur un point, c'est la question de l'allocation des ressources et qu'il serait important, effectivement, qu'il y ait plus de moyens à la fois pour la réduction des risques et à la fois pour les post-cures, pour les communautés thérapeutiques. Donc ça, je pense que les partisans de la réduction des risques et les personnes qui mettent en œuvre la réduction des risques sont aussi favorables, j'imagine, et donc Marie l'a évoqué tout à l'heure, à la possibilité qu'il y ait aussi plus d'argent pour les communautés thérapeutiques et les post-cures. Donc ça, c'est le point de consensus. Le point de dissensus, il est sur qu'est-ce qu'est le soin. Et donc vraiment, je pense que cette distinction entre care et cure est vraiment quelque chose d'important. Et puis l'autre point de dissensus, c'est une question plus épistémologique, c'est est-ce que la consommation est obligatoirement un problème ? Et donc, en fait, moi, pour avoir rencontré des centaines d'usagers, de personnes qui consomment des substances en entretien, il y a un nombre important de personnes qui se soignent également grâce aux produits. Et je pense qu'il est important aussi d'avoir en tête le fait que la réduction des risques aujourd'hui, en 2022, elle doit prendre en compte aussi la question des traumatismes, la question de la souffrance psychique et la question des produits. À partir du moment où les produits sont pris dans de bonnes conditions, sans être vecteurs de maladies infectieuses, avec la possibilité de pouvoir tester ces produits, de pouvoir être conscient de ce que les personnes prennent, n'est pas obligatoirement un problème.
Et donc, voilà, je pense que la réduction des risques, elle est aussi là pour pouvoir, non pas accompagner obligatoirement ou inciter, comme vous le sous-entendez dans votre discours, mais pour vraiment réduire les risques, pour permettre aux personnes pour qui consommer est quelque chose d'important à un moment donné dans leur vie, de pouvoir le faire sans mourir et dans voilà, des conditions sanitaires qui soient satisfaisantes pour elles. Et en fait, cette réduction des risques, au bout du compte, ça les études l'ont démontré, elle est efficace, enfin elle a démontré son efficacité pour les personnes dans leur trajectoire. Dans l'étude de Vancouver, de la salle de consommation à Vancouver, il y a 30% des usagers parmi les usagers qui fréquentent la salle, 30% ont pu être orientés vers le soin dès la première année. Et donc, en fait, le soin au sens sevrage, traitement de substitution. Donc, en fait, ça, c'est un élément important. Et donc, en fait, vous disiez que les usagers peuvent connaître le soin par le biais des pères aidants, voilà, des personnes de Narcotiques Anonymes. Ça, je pense que c'est un élément effectivement très important. J'ai pu le voir moi-même dans les recherches que je mène. Mais il y a aussi un nombre très important d'usagers. Je ne sais pas sur quels indicateurs ont été, d'où viennent les données d'Azakarud pour définir qu'est-ce que le passage vers le soin. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que dans les dispositifs de réduction des risques, quels qu'ils soient, des salles de consommation à moindre risque au CARUD, c'est un moyen pour des usagers très précarisés d'avoir accès à des professionnels qui vont ensuite pouvoir les orienter aussi vers d'autres dispositifs. Donc ces espaces de réduction des risques sont aussi la possibilité d'être accueillis, d'être entendus et d'avoir accès effectivement à un soin au sens de cure et là pas uniquement au sens de care. Et le dernier point sur lequel je voulais rebondir, c'est ce qu'évoquait Marie tout à l'heure sur la question de qu'est-ce qu'il y a derrière la visibilité également des usagers de drogue dans l'espace public. Nous, dans les entretiens qu'on a menés dans le cadre de l'évaluation des salles de consommation à moindre risque et sur la question de l'acceptabilité des salles de consommation, dans les discours de nombreux riverains qui étaient opposés aux salles, en fait, on voyait que c'était pas tant la drogue qui était un problème que la précarité, la question de la migration. Donc, en fait, ce que tu évoquais, Marie, tout à l'heure, c'est-à-dire que souvent, les débats sur les drogues, en fait, sont révélateurs d'autres enjeux. Et donc, certes, les usagers précaires qui sont visibles dans l'espace public, cette précarité, en fait, un certain nombre de caractéristiques associées à cette précarité qui vont le plus souvent déranger les riverains plutôt que l'usage de drogue en soi. Et l'autre élément, c'est qu'en fait, il y a une grande visibilité donc, des usagers précaires dans l'espace public, mais il y a une invisibilité totale du discours des usagers dans les médias. Et donc ça, c'est un élément aussi très important pour faire évoluer les choses. Nous, dans l'étude qu'on a menée sur la presse, on a montré en fait que le discours des usagers était 5 à 10 fois moins représenté que celui des riverains. Et donc, en fait, cette invisibilité de l'expérience des usagers de la réduction des risques est aussi quelque chose, à mon avis, qu'il faudrait modifier. Parce que pour l'avoir vu dans les comités de voisinage, par exemple, auxquels j'ai eu la possibilité d'assister, quand on a des usagers qui fréquentent la salle de consommation à moindre risque, qui parlent de leur expérience, tout d'un coup, il y a une attention particulière de la part des riverains. Et souvent, moi, j'ai rencontré des riverains qui ont une acceptabilité des salles qui a pu être modifiée suite à la rencontre avec ces usagers et suite à la rencontre avec l'expérience que ces usagers avaient de la salle, par exemple, ou de la réduction des risques, ce qui permet de déconstruire un certain nombre de fantasmes qui existent autour de la réduction des risques et des salles de consommation. François, tu veux réagir? Et je voulais juste relancer sur un point, puisque tu as évoqué le modèle Minnesota et aussi tu vas répondre à Marie sur cette question d'acceptabilité des lieux comme la salle de consommation à moindre risque, mais je reviens sur cette question du choix, puisque je sais que dans ces modèles, la question en tout cas du désir de la personne est centrale, qu'on s'appuie sur ce désir, même s'il est difficultueux, qui peut être remis en cause par le comportement. Voilà, tes réactions à ce qui a été dit et à ce dernier point.
Alors, en ce qui concerne la question du choix, elle est centrale, en fait. Moi, je crois que la nature même de la dépendance et de la précarité dans laquelle se retrouvent des usagers qui consomment et qui sont à la rue, c'est justement de ne plus avoir ce choix. Moi, c'est mon point de vue. J'aime bien l'idée d'un usager qui choisit son destin, qui soit acteur de sa santé, qui soit même acteur politique de sa parole vis-à-vis de l'usage et de la question de la loi de 70. Moi, je l'aime bien cette idée, mais je pense que c'est pas suffisant, en fait. La nature même de la précarité dans laquelle se retrouvent les usagers qui fréquentent soit la salle de consommation à moindre risque, soit certains cas rudes, est telle, et l'absence de réponse aussi adaptée pour ces personnes au niveau social et d'hébergement est flagrante depuis des années, malgré le développement des cas rudes. On est passé complètement à côté d'une question qui me paraît centrale, c'est la question de l'hébergement. Et le paradoxe, c'est qu'il y a eu une très bonne initiative il y a des années avec la création du sleep-in. Le sleep-in était un modèle que je trouvais vachement pertinent. Moi, je me rappelle, j'ai travaillé avec Anna Fradet, et je me rappelle très bien qu'on n'opposait pas les dispositifs de réduction des risques et le soin. Anna se débrouillait pour désintoxiquer des personnes qui étaient très précaires et qui étaient au sleep-in, orientées sur l'hôpital, un parcours de soins, de la post-cure, de l'éloignement de la scène, du contexte dans lequel. La question du soin, moi, elle est centrale, et de l'usage aussi. Mais penser que le libre arbitre est possible quand on est dans un écosystème où l'usage est permanent, qu'il soit supervisé et normalisé avec des professionnels compétents, ou bien dans des structures comme ce qu'on veut faire aujourd'hui sur les cas rudes. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est de pouvoir justement sortir la personne de son écosystème et à un moment lui permettre d'élaborer, de réfléchir. Que l'usage ne soit plus l'alpha et l'oméga de ce mode de vie où l'usage prend toute la place et empêche la personne d'être réellement ce qu'elle souhaite être. Donc, moi, je crois qu'il y a une problématique qui est complexe au niveau de la prise en charge en termes d'hébergement, et elle est absolument nécessaire pour les usagers les plus précaires. Il y a la problématique aussi de la polyconsommation, et on voit très clairement que les TSO ne sont pas suffisants, ils ne sont pas la réponse. Donc, le modèle en lui-même de prise en charge psycho-médico-sociale, il faut réfléchir à autre chose. Moi, j'ai l'impression qu'on est en fait sur une vieille politique. Hein. La RDR, c'est 87 quand même, le décret Barzac. On s'empêche en fait d'évaluer, d'essayer d'autres approches, de financer d'autres approches qui n'ont pas à s'opposer à la réduction des risques, mais qui ont besoin en fait de plus de moyens aussi. Donc voilà ce que je peux dire. Vas-y Marie. Micro, hein. Ouais. Et je pense que c'est toujours pareil, on est d'accord là-dessus. Là où on diverge, c'est sur les raisons qui font qu'un type de population est stigmatisé, notamment dans les médias. Et tous les trois, on a essayé de remettre au centre le fait qu'il s'agit d'abord de problèmes sociaux et qu'en plus, quand on analyse la réponse des riverains, ce que tu dis, bien sûr, ils mettent le doigt sur les bagarres, un certain nombre de violences, de comportements dont on ne peut pas légitimement dire qu'ils sont liés à une substance psychoactive particulière. Parce que tu les trouves, comme tu dis d'ailleurs toi-même, dans la polyconsommation, tu les trouves avec des gens qui consomment de l'alcool, tu les trouves même avec des gens qui ont des problèmes psychiatriques et qui ne consomment rien. Le problème étant qu'on est dans un discours politique global qui instrumentalise extrêmement violemment ces comportements en désignant ces populations comme étant des facteurs de troubles et élargissant le débat effectivement à l'immigration et à des choses dont on ne peut pas dire que ce n'est pas un brainwashing permanent en ce moment. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas un petit problème. Hein. Et donc, il y a un discours politique, à mon avis, qui est masqué, qui est étouffé par la réduction des risques elle-même, une espèce de tabou sur ces questions fondamentales entre choisir de consommer ou pas. Et bon, après, c'est aussi ma conviction, je pense que même chez les gens qui sont à la rue,
la question de choisir de consommer reste un espace de liberté qu'il ne faut surtout pas leur enlever. Quand tu parlais d'Anna Fradey, que j'ai bien connue aussi, il ne faut pas oublier que c'était au moment de l'émergence des traitements de substitution et qu'effectivement, une fois que ce droit à consommer, parce que les traitements de substitution à l'époque étaient vus comme un droit de consommer, ce qui ne sont plus nécessairement le cas aujourd'hui, hein, puisqu'ils peuvent être imposés aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est une fois cette liberté obtenue, effectivement, on construit un toit au-dessus, parce que les gens ont aussi besoin d'être abrités. Mais voilà, je pense qu'il y a une divergence de fond, mais qui peut être parlée dans cette table ronde en toute tranquillité, et qui est hystérisée par la question effectivement de la communication, notamment médiatique, qui inclut pour le coup des tas d'autres niveaux, et notamment, quand tu disais la parole des usagers, oui, ici, il y a une parole des usagers qui est très, très entendue dans les médias, c'est celle du repenti. La parole de la personne qui vient en disant « j'ai énormément souffert », et il y a encore eu un complément d'enquête récemment là, qui nous l'a illustré, et la drogue a bousillé ma vie, et donc c'est la faute de la drogue, donc c'est la faute des dealers. Ce discours, il est majoritaire aujourd'hui. Marie, tu voulais prendre la parole ? Merci. Je voulais revenir sur 3 choses. La première, sur le financement, hein, pour les points de convergence. Bien évidemment, on est d'accord qu'il faut consolider et financer davantage tous les dispositifs. À la Fédération Addiction, on a organisé il y a 3 semaines, 1 mois, les assises du soin résidentiel avec nos collègues suisses. Et on porte un manifeste demandant de mieux financer l'ensemble du soin résidentiel. Et je vois les collègues de la communauté thérapeutique d'Aubervilliers, et c'est quelque chose qu'on travaille avec eux, avec l'ensemble des communautés thérapeutiques et l'ensemble du résidentiel de manière générale. Ce qui n'empêche pas de financer aussi les dispositifs et les structures de réduction des risques, parce que si on parle de continuum et d'éviter les ruptures, on ne peut pas dire que le financement de l'un empêche le financement de l'autre. En fait, il faut financer les deux en même temps parce que c'est une politique de santé publique. Deuxième point, sur le libre arbitre, est-il toujours possible ? J'espère que oui, et pour tout le monde, sinon la vie serait trop déprimante. Et bien évidemment, pour les personnes les plus précaires et pour les personnes les plus consommatrices aussi. Sur la question de ne plus avoir le choix, on pourrait même se dire que quand on est à la rue, quand on n'a pas de toit sur la tête, quand on ne sait pas où sont ses enfants, est-ce qu'ils vont pouvoir aller à l'école, quand on est dans une désaffiliation totale, quand on n'a plus rien, peut-être que notre seul choix, c'est justement le produit que l'on consomme et que l'on peut consommer parce que, on l'a dit, le produit allège une souffrance, il permet de retrouver aussi une forme de convivialité, l'appartenance à un groupe. Quand on n'a plus rien, c'est quand même important, et continuer à vivre malgré tout. Et enfin, le fait qu'on cristallise tout, sur les dispositifs de consommation supervisée, 2, le crack, 3, la consommation de rue, c'est quand même en effet symptomatique d'autres problèmes de société. Et l'attaque de la salle de conso de la gare du Nord, c'est quelque chose d'ignoble et d'horrible, mais ça s'insère dans un nombre très important d'attaques de l'extrême droite sur plusieurs dispositifs, plusieurs personnalités de tout un monde dont ils ne veulent pas, dont la consommation de drogue et les dispositifs de réduction des risques ne sont qu'un prétexte, en fait, pour rebondir sur le titre de la journée. Oui, j'ai l'impression qu'il y a des éléments de consensus autour de la question sociale, autour des enjeux d'hébergement, autour de la prise en compte de cette précarité, c'est-à-dire quel que soit le regard qu'on a, ça fait, disons, le cas particulier de cet usage dans la rue, effectivement destructeur pour les personnes, qui est relié à des questions économiques, sociales, raciales, migratoires et quelquefois psychiatriques. Et là, je pense qu'il y a un enjeu de l'ensemble
du secteur vis-à-vis de l'État, parce que c'est souvent des demandes, hein, celles des riverains, celles des associations du médico-social, ou celles que, par exemple, tu exprimes du côté des approches par l'abstinence. Il y a une demande vis-à-vis de l'État. C'est vrai que l'État, on le sent, met quand même beaucoup plus en avant des logiques fondées sur la répression pour solutionner ces problèmes que des logiques, même si elles existent, évidemment, disons, d'approche et de prise en charge sociale. Donc ça, je crois qu'il y a un consensus là-dessus. Alors, il y a un débat sur qu'est-ce qui domine la drogue ou qu'est-ce qui domine la condition sociale dans lesquelles les gens sont, mais en tout cas, le besoin autour de ça. Après, le débat, il passe plus, me semble-t-il, autour de cette question du choix, hein, quelle est la marge de liberté qui reste à l'individu. C'est vrai que moi aussi, j'ai toujours été étonné. C'est vrai que l'addiction, ça peut se lire comme une forme d'aliénation, mais de répondre à cette aliénation par une autre aliénation, là je ne parle pas des approches par l'abstinence, je parle de la politique de prohibition, me paraît un paradoxe supplémentaire à la question. Mais c'est vrai qu'on entend quelquefois dans le discours de certains politiques, en tout cas, l'idée qu'on pourrait aller vers des formes d'injonction, alors que je pense que ça ne fonctionne pas, cette dimension-là, y compris dans les approches fondées sur l'abstinence. Comment vous voyez les choses dans ce cadre un peu plus global, social ou politique? L'obligation de soins, c'est une vraie question. En fait, c'est marrant parce qu'en fait, on ne se pose pas trop la question on ne se pose pas la question de l'obligation de soins chez quelqu'un qui est schizophrène, qui décompense dans la rue. La réaction de tout un chacun, c'est d'appeler les pompiers, faire en sorte que cette personne se protège, soit protégée d'elle-même, parce que les symptômes sont tels qu'ils se mettent en danger. On sait que certains produits, entre autres le crack, peuvent induire ce type de comportement. Et j'ai l'impression qu'il y a une prise en charge qui n'est pas suffisante au niveau psychiatrique chez certains usagers de crack qui, en amont de leur usage ou après usage, se retrouvent avec des comorbidités psychiatriques. Et ça, c'est une vraie question, en fait. Donc on parlait de soins, on parlait de mise à l'abri, on parlait de protection. Moi, je ne dissocie pas la situation sociale de l'usage. Les gens sont des consommateurs pour des raisons X ou Y. On se retrouve rarement à la rue si on n'a pas subi soi-même des traumas. J'en sais quelque chose avec les gens avec qui j'ai pu travailler dans la rue. Et je pense qu'il faut permettre des mises à l'abri, des sorties, même des sas, même temporaires, hein, mais de sortir du contexte de l'usage de drogue avec des hospitalisations, avec des séjours de rupture. Moi, la question que je pose, c'est est-ce que les dispositifs de soins tels qu'ils sont aujourd'hui envisagés, où j'entends très souvent une petite musique où on met en avant le fait que le sevrage n'est pas l'unique solution. Il ne s'agit pas d'unique solution. Il ne s'agit pas d'opposer les dispositifs et les solutions proposées. Mais il s'agit de les valoriser toutes. Et j'ai l'impression que sur cette question, on se pose encore beaucoup, on s'interroge beaucoup. Dans certains pays, l'obligation de soins, moi je connais quelqu'un qui a été, j'ai un très bon copain qui est addictologue et psychologue, qui est aussi un ex-usager, qui s'est retrouvé avec une obligation de soins aux États-Unis. Il a même fait de la tôle. C'est comme ça qu'il est rentré en contact avec les dispositifs de soins. Je ne pense pas que ce soit la solution idéale. Mais je pense qu'il y a un moment où la loi doit aussi permettre aux personnes qui sont le plus en danger de leur rappeler simplement qu'il y a une possibilité de soins et une obligation dans certaines situations. Plutôt qu'une alternative, comme alternative à l'incarcération, ça me paraît pas mal, moi. Bon, voilà. C'est une possibilité parmi d'autres. C'est la loi 70, hein, ce que tu énumères. Hein. C'est l'injonction thérapeutique. Les législateurs de 70, ils l'ont pensé comme ça. Ouais. En pensant que l'usage de... Ah ben voilà, mais... Non, mais je pense que c'est mieux de poser les questions comme ça, parce que c'est clair, c'est beaucoup plus clair. De penser que la loi de 70 n'est pas assez appliquée,
si on en parlait comme ça dans les médias, de manière équilibrée, je pense qu'on sortirait des consensus plus forts. Parce qu'effectivement, tout tourne, on le voit bien, autour de cette question de la poule et de l'œuf. Et quand tu prends l'exemple de la schizophrénie, c'est exactement ce que je voulais dire. Ouais. Il n'y a pas de consensus scientifique là-dessus, sur le fait que l'usage de drogue, y compris le cannabis, parce que c'est souvent le cannabis qui est évoqué à propos de la schizophrénie, serait un facteur favoriserait des maladies mentales. Un certain nombre d'autres instances pensent que c'est effectivement les traumatismes dont tu parles, et qui concernent aussi beaucoup de gens qui ne prendront jamais de drogue, et qui ne prennent pas de drogue, et les conditions de vie aussi très dures de la rue, qui provoquent c'est effectivement ce mélange avec la psychiatrie. Mais encore une fois, et ça aussi les statistiques le montrent, c'est 10 à 20% des consommateurs. Après, là où l'hypocrisie est générale, y compris pour le crack, je suppose que tu le sais, c'est que les consommateurs de crack, notamment les gens qui basent la cocaïne, parce que ce sont en fait des consommateurs de crack, sont 10 fois, 100 fois plus nombreux et sont invisibles. Ils sont probablement parmi les riverains qui quelquefois se plaignent de la dégradation de leur patrimoine. Voilà. Oui, on va élargir le débat en l'ouvrant à la salle. C'est vrai, François, tu évoquais cette figure positive de l'usager qui s'empare politiquement de sa situation. Bon, c'est un peu ce que Sud a la prétention d'incarner, auquel on croit. Mais moi, cette figure, dans des échanges que j'ai eus avec le collectif Agora, avec des personnes usagères et habituées de la scène, donc dans cette situation un peu extrême qu'on évoque, je l'ai perçu, je l'ai senti, c'est-à-dire les gens sont capables de se regarder eux-mêmes, de s'emparer de leur situation, de la discuter, et cet exercice, on l'a répété X fois avec un certain nombre d'entre eux. Donc je crois je pense qu'elle appartient effectivement à tout un chacun, quelle que soit la situation, aussi précaire ou difficile soit-elle. Mais voilà, élargissons le débat. Je ne vais pas vous faire l'affront des modérateurs qui ouvrent le champ des questions. Vous n'avez peut-être pas de questions, mais j'imagine que vous avez des avis ou des questions à nos intervenants. Et la seule chose que je vous demande, c'est de les exprimer de façon courte, en allant à l'essentiel. Qui veut s'emparer de la parole? Stéphane? Et Alain. Bonjour, donc Stéphane Bribard, directeur d'activité chez Aurore et aussi ancien élu du 10e arrondissement qui a accompagné l'ouverture de la salle de Canso de la gare du Nord. Je vous remercie de tous vos propos. Je dois vous dire que peut-être comme quelques autres, je boue depuis tout à l'heure sur les faux consensus qu'on peut entendre, qui ne sont pas ceux qu'on voit, qu'on lit, qu'on entend, lorsque certains hystérisent les débats, tant sur les réseaux sociaux que dans la place publique. Donc c'est bien gentil, François, de nous faire le jeu du consensus aujourd'hui, mais lorsque par ces vidéos, lorsque par ces propos Twitter, on passe son temps à discréditer le milieu associatif, lorsqu'on passe son temps à discréditer les pratiques, les possibilités d'usage supervisé, effectivement, on ne tient pas un discours sur le constat qu'on a tous ici, qui est les problématiques de la psychiatrie, qui sont les problématiques de l'hébergement et du logement, qui sont les problématiques du manque de places de cure, de post-cure, etc. Effectivement, ce n'est pas ça du tout qu'on entend. Ce qu'on entend juste, c'est un acteur qui est la caution du populisme et des radicaux qui ne permet pas d'avancer dans le débat public, mais qui, au contraire, accentue les failles. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que je pense que ces derniers mois, sur ce qui s'est passé sur le crack et sur le retour de la figure du diable qu'est le craqueur, on a encore perdu de la distance au lieu d'en gagner. Et je pense que, moi j'en suis désolé, mais tu as été la caution de tout ça depuis des mois. Je pense que le débat s'en porte encore plus mal qu'avant.
encore plus mal qu'avant. Personne n'a compris qu'il manquait autant de places d'hébergement, autant de prise en charge psychiatrique, autant de places de cure, de post-cure. En tant que directeur d'activité, je supervise plusieurs structures médico-sociales, notamment un CARUD et notamment une commune thérapeutique. Et je sais ce que c'est quand même sur le terrain, ces éléments, ces structures variées. Et quand je vois la communauté, quand je vois parfois la difficulté que des personnes qui sont volontaires, qu'elles rentrent dans un dispositif lié à du sevrage, quand j'en vois la difficulté qu'un ancien professionnel puisse se permettre d'accréditer le fait qu'en obligeant les gens, ça va marcher, c'est-à-dire le discours de la droite parisienne et de beaucoup d'autres, bah effectivement, pour moi, ça pose un problème majeur, parce qu'on n'avance pas sur le débat. Je vais terminer sur deux choses. Le syndrome de NIMBY, parce qu'en plus, François, tu as été au moment donné au cœur d'un combat sur le syndrome de Not in My Backyard. Et effectivement, sur nos sujets d'usage de drogue, on se rend compte qu'on a aussi comme les mêmes problématiques qui sont au cœur, en gros, du rejet de l'autre, donc du rejet de la précarité. Et ce qui se passe sur nos structures médico-sociales liées à l'usage de drogue, ça se passe aussi sur les problématiques de nourriture, d'alimentation, d'accueil nocturne pour les personnes. Et quand on hystérise les débats comme en ce moment, on ne facilite pas, voire on accentue les difficultés pour permettre dans les quartiers, dans les villes, d'avoir des structures qui aident les autres. Et ça, franchement, je le regrette. Et dernier point quand même sur les débats publics, parce qu'il y a une manière de parler du débat public. On ne l'a pas trop cité ici sur les réseaux sociaux, mais il faut quand même se dire aussi, parce que dans l'opinion générale que les gens peuvent avoir sur la salle de consommation, la gare du Nord, etc., non, les réseaux sociaux, ce n'est pas le débat public au sens fort du terme. C'est un élément parmi d'autres. Mais quand on critique les choses, il ne faut peut-être pas oublier ce qui se passait avant, il ne faut pas oublier d'aller voir les conseils de quartier, il ne faut pas oublier d'aller voir les conseils d'école dans ces quartiers. Moi, je l'ai fait pendant plusieurs années. Et il n'y avait pas du tout l'hystérie des réseaux sociaux. Il y avait des gens qui étaient capables de poser les problématiques, de dire ce qui allait ou ce qui n'allait pas. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on veut nous faire croire d'une opinion générale de tout un quartier sur une structure. Et dernier point sur ça, il suffit de regarder les résultats électoraux depuis 10 ans. Il n'y a jamais eu aucun décrochage dans ce quartier, alors que c'est un quartier qui vote en cas avec des fortes participations comme d'autres quartiers. Il n'y a jamais eu aucun décrochage parce que ces structures, par exemple, s'est installées dans le quartier. Parce que les gens, ils savent reconnaître aussi ce que ça a pu apporter sur l'espace public et sur les espaces dans la gare du Nord ou à l'hôpital Lariboisière, par exemple. J'arrête là. Merci. François, tu souhaites hystérisation ou confrontation de point de vue? Alors moi, je ne crois pas que ce soit une hystérisation, en fait. Et moi, je ne pense pas avoir du tout l'impact dont tu parles. Bon, voilà. Maintenant, ce que je trouve sain, justement, c'est qu'à une époque où on peut interroger des dispositifs de soins, que les riverains se saisissent de ces interrogations, justement. Tu parles de consensus, tu parles de conseils de quartier, tu parles d'associations de riverains. Moi, je suis désolé, il faut remettre les choses dans le contexte de l'ouverture de cette salle de consommation. On sait très bien qu'à l'époque, la parole des riverains opposés n'était pas prise en considération du tout lors des conseils de quartier. J'en faisais partie. Le dispositif a été mis en place et a été imposé dans un quartier pour répondre à une problématique d'usage de rue. Est-ce que cette problématique a disparu? Malheureusement, non. C'est la réalité. La question, ce n'est pas de remettre en question la salle de consommation de la Lariboisière, c'est de dire est-ce que cette salle répond à ses missions, et dont la mission initiale était de éradiquer cette question de l'usage de rue. Ben non, malheureusement, à cause du périmètre d'immunité pénale. Et c'est toute la difficulté, justement, de ce type de dispositif. On n'en a pas parlé. À partir du moment où il y a un périmètre d'immunité pénale pour que les usagers puissent avoir des produits sur eux pour pouvoir aller les consommer de façon supervisée dans un cadre sécure, il y a obligatoirement aussi, et tu l'as dit d'ailleurs dans un article dans Society, évidemment des dealers à proximité. Et c'est ça la problématique en fait. S'il n'y avait pas de conséquences sur cette salle de consommation dans le quartier, elle serait acceptée. Ce n'est pas le cas. Les collectifs de riverains qui, sur Twitter, sont très actifs et qui, depuis 2016, se fadent cette réalité, témoignent simplement d'un point de vue qui n'est pas le tien. Je comprends. Bon, toi, tu as choisi
d'être de ce côté-là, bon, bah voilà, moi je pense que la parole, elle est plurielle. On a le droit aussi de ne pas être d'accord avec ça. Je ne pense pas, moi, personnellement, que l'usage supervisé soit un élément probant sur un parcours de soins. Parce qu'il n'est pas articulé. Tu as parlé de 30%, Marie, sur Insight. Combien de pourcents de personnes de la salle de consommation sont orientées sur le soin depuis son ouverture? Ok, alors... Attendez. Donc, Alain qui voulait prendre la parole, oui. Et puis Elisabeth l'a demandé. Peut-être Elisabeth, parce que... Voilà, c'était juste pour qu'elle réponde à la Mais je veux bien après, alors. Alors, Elisabeth et Alain, allez à l'essentiel. Bonjour à tous et à toutes. Je pense que la grosse difficulté de la salle de consommation, c'est vrai qu'on a un équilibre complexe entre un programme de santé publique et une prise en charge individuelle des personnes. Donc on entend un peu tout et n'importe quoi sur la salle, notamment qu'il n'y a pas de soins, qu'il n'y a pas de médecins. Donc nous, effectivement, les gens arrivent avec leurs produits et consomment leurs produits, mais ça, c'est vraiment la première partie de notre travail. On a un énorme travail de coordination de soins. Donc tous les mois, là je comptais sur ce mois-là, on a à peu près une dizaine de personnes hospitalisées. Alors c'est peut-être aussi un rebond de déplacement des usagers, de l'augmentation des violences vis-à-vis des usagers, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes d'hospitalisation qui ne sont pas toujours, et là je rejoins ce que vous avez dit, qui ne sont pas toujours faciles à mettre en place. Il y a la suite aussi d'une éventuelle hospitalisation qui est compliquée, mais là, on a un monsieur qui part en communauté thérapeutique. Enfin, voilà, on fait aussi ce travail qu'on nous dénie. Enfin, à chaque fois qu'on en parle, on nous dit non, c'est pas vrai, vous faites pas ça, c'est pas possible. On a chaque année 200 personnes qui accèdent à une couverture maladie, puisqu'on a une permanence sécurité sociale. On a donc une dizaine de personnes. Alors, sur les 782 qui ont fréquenté l'année dernière la salle, on a effectivement 120, 130 personnes qui vont nous demander une hospitalisation. On a à peu près autant qui sont hospitalisés pour des problèmes somatiques. Sur la psychiatrie, il y a des complications, mais on met en place nous-mêmes, à l'intérieur de la salle, certains traitements antipsychotiques pour les personnes les plus en difficulté. Donc je pense qu'on développe vraiment toute une palette de soins que, je répète, on nous dénie à chaque parce que, comme tu l'as dit François, effectivement, on n'a pas éradiqué mais on n'a jamais parlé. Pour avoir été, en tout cas dans le débat depuis le départ, on n'a jamais promis d'éradiquer. Mais quand on a, ça dépend des années, parce qu'il y a le Covid, mais on a eu jusqu'à 84 000 consommations dans la salle. Maintenant, ça se situe plutôt autour de 60 000, et c'est uniquement de l'injection aujourd'hui. Donc c'est quand même 60 000 injections qui se faisaient, parce qu'on était là déjà avant, qui se faisaient dans ce quartier. Alors effectivement, de temps en temps, il y a une personne probablement liée à ses troubles ou liée aux difficultés qu'elle a à venir dans un collectif qui va consommer dans la rue autour de notre dispositif. Mais c'est vraiment un moindre mal par rapport à toutes les personnes qu'on arrive à accueillir, à saisir. Et quand vous voyez en prison, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui fréquentent la salle qui sont incarcérées, c'est la première référence qu'ils donnent en prison de leur suivi. Donc si on faisait que les regarder s'injecter en tournant la tête un peu parce que ça nous dérange, je ne pense pas que ces personnes nous citeraient en référent social, médical, psychiatrique. C'est même un peu trop d'ailleurs. On aimerait bien pouvoir avoir plus de relais parce qu'effectivement, on ne peut pas absorber toutes les personnes précaires en errance avec de grandes difficultés que vous avez évoquées dans un seul et même lieu, puisqu'il y en a certaines qui sont en grande difficulté avec le collectif. Elles ne peuvent plus venir dans cette salle. Il n'y a pas d'autres salles. Donc il y a des choses comme ça que je développerai tout à l'heure, mais
moi, qui me heurtent énormément, parce que quand je vois sur les réseaux sociaux, par exemple, comme tu dis, que Gaïa doit rendre l'argent parce qu'on vole l'argent à l'État, parce qu'on ne fait rien et qu'on... Non, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, il faut venir, il faut passer une semaine avec nous pour pouvoir le dire à la sortie, pour voir que, effectivement, moi, je passe pas mon temps à consulter, je me tourne les pouces, je regarde les gens, je soigne pas toutes les plaies, les abcès, les problèmes qu'ils ont. Je ne les envoie pas s'ils veulent, évidemment. On n'oblige personne. Mais je peux vous assurer qu'au moins une dizaine de personnes par mois, et il y en aurait certainement plus si on avait des dispositifs plus adaptés. Et là, je vous rejoins. On a essayé l'année dernière d'ouvrir un petit hôpital à Chardon-Lagache. On nous a interdit. Il y avait 35 places. C'était quand même 35 places de répit, d'innovation, d'essayer de trouver d'autres types, parce que le modèle opiacé, ça ne fonctionne pas pour certains. Donc, il faut développer, il faut innover, il faut de l'argent pour ça, et puis il faut aussi des volontés politiques. Et je pense que le boulot que vous faites sur Twitter, ça dessert tout le monde. Parce que maintenant, les gens, c'est salle de consommation, c'est scène de consommation, c'est lieu de soins, c'est hôpital, c'est tout. Donc, dès que vous sortez ce mot crack, là, c'est hystérie collective, on ne peut plus rien faire. Et là, à Chardon-Lagache, c'est 35 places, c'était pour les plus précaires, les plus en difficulté, ceux qui sont les plus visibles, ceux qui gênent le plus. Bah là, aujourd'hui, ils sont toujours dans la rue. Alain Morel. Oui, bien sûr, je partage les propos de Stéphane et d'Elisabeth, mais je voudrais prendre les choses d'une façon différente. Je vous ai entendu, donc M. Bruno et puis François Diot, avoir un discours de complémentarité, consensuel peut-être pas, mais de complémentarité, de volonté de complémentarité pour l'intérêt des usagers. Et reconnaissant même le fait que la réduction des risques s'articulait au moins, peut-être pas s'intégrer, mais s'articuler aux soins. Donc je vais vous prendre au mot, parce que je pense que c'est important d'avoir entendu ça de votre part. Et parce que je pense qu'on partage pas mal de choses, en fait. On partage, par exemple, le fait que les moyens qui nous sont alloués sont extrêmement faibles par rapport aux besoins. Et juste un exemple, il n'est pas parisien, donc il ne devrait pas faire conflit, mais mes collègues de Nantes, depuis 1 an, ne peuvent plus initialiser de traitement méthadone parce qu'ils n'en ont plus la possibilité, n'ayant plus assez de médecins et étant submergés par une population précaire qui existe aussi à Nantes et qui aujourd'hui est complètement à l'abandon. Complètement à l'abandon. Donc on a fait maximum pour essayer de mobiliser les gens, mais c'est très difficile, y compris dans le secteur spécialisé en addictologie. Autre exemple, nous avons un projet de CTR de transition, de centre thérapeutique résidentiel de transition, pour pouvoir mieux assurer la fluidité ou le départ de personnes de leur lieu de consommation, notamment la rue, pour aller dans des structures résidentielles qui, la plupart du temps d'ailleurs, travaillent sur l'abstinence, en tout cas pendant la durée du séjour. D'accord ? Pour l'instant, on a besoin du soutien de tout le monde. On est en train de discuter avec l'ensemble de nos collègues, que ce soit Gaïa, que ce soit SOS, que ce soit Aurore, etc., pour qu'on soit bien clair positivement pour ce type de projet. Pas que celui-là, mais celui-là aussi. On attend de vous un soutien fort pour aussi faire aboutir ce projet-là. Et puis, si vous êtes animé du souhait d'une complémentarité, effectivement, il faut quitter ce qu'on vient de vous reprocher là à l'instant, parce que c'est vrai que c'est tout le contraire. Mais si vous êtes animé de ce souhait de complémentarité, il faut qu'on puisse en discuter. Et pour qu'on puisse en discuter, il faut que vous veniez dans les cercles où nous travaillons sur exactement les problèmes que vous avez soulevés. Les manques de moyens, le problème d'articulation, comment on fait quand on n'a pas de place pour le sevrage, comment on fait pour orienter correctement les gens vers l'abstinence ou vers autre chose. Voilà. Et je suis étonné que, puisque de fait, M. Bruno le sait très 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 bien, on collabore déjà ensemble entre plusieurs structures et EDVO,
C'est tout à fait possible et ça nécessite qu'on continue à travailler ensemble pour améliorer les choses parce qu'elles ne sont pas faites d'une fois et puis définitivement réglées. Donc il faut sans cesse réfléchir, etc. Donc retravailler sur quels outils, quelle réduction de risque on parle, etc. Et dernier point, je pense que vous ne pouvez pas, enfin ça me paraît difficile sur le plan intellectuel, de coller à la position que je viens de lire il n'y a pas longtemps de l'Académie de médecine française qui dit, qui s'appuie sur la politique des 4 piliers suisses pour dire il faut développer la réduction des risques, il faut développer les soins, il faut développer un peu la répression quand même aussi, et la prévention, mais sauf les salles de consommation. Vous ne pouvez pas dire ça, parce que, moi, je n'ai pas entendu ça d'ailleurs complètement au début, dans les paroles de François, qui disait qu'il n'était pas contre. D'ailleurs, n'importe où. Je crois que c'était. D'accord. Oui, c'est ton point de vue. Ça me paraît difficile de tenir une position comme ça, alors que partout dans le monde, là où la réduction des risques se développe, après qu'on discute des localisations, des méthodes, etc. Oui, mais d'avoir des lieux, d'avoir des lieux de consommation supervisés, d'ailleurs qui ne sont pas forcément des salles, on pourra reprendre cette discussion, mais aussi au sein des XAPA et des CARUD, eh bien, je pense que, d'ailleurs, c'est ce que nous avions acté exactement lors de l'audition publique sur la réduction des risques. C'est exactement ça. C'est qu'aussi tout XAPA et CARUD puissent organiser des espaces de consommation supervisés. Donc bon, voilà, il y a des pistes de réflexion, des pistes de travail. Mais ça vous oblige à quitter le champ de la polémique contre pour pouvoir travailler avec nous ensemble pour améliorer le dispositif. Ok, il nous reste 3 minutes, puisqu'on avait dit qu'on finissait à 45. Alors je vais donner la parole à madame, et puis je vous donnerai à chacun 1 minute de conclusion. Le mot est trop vaste. Un point clé que vous retenez de cet échange. Madame. Merci. Bonjour. Je me permets de rebondir sur ce que monsieur a dit. Je ne me souviens plus de votre nom. Quand vous avez parlé de caution, et de caution à l'extrême droite en parlant à monsieur François Dieu, donc manifestement vous connaissez, donc vous avez un passif, je ne reviens pas là-dessus. Et je m'en fiche a priori. Mais quand vous parlez de caution, moi je suis riveraine en fait, et on a beaucoup parlé de choix, j'ai beaucoup apprécié. Mais il y a un choix que des gens n'ont pas eu, c'est les riverains en fait. Ils n'ont pas eu le choix en fait de voir à quelques centaines de mètres de chez eux un camp qui a été déplacé, qui a été installé et qui a changé leur vie. Moi, ça a changé ma vie en fait. Je ne connaissais pas tout ça en fait avant. On n'a pas eu le choix. Et j'aimerais savoir, monsieur, en quoi le fait qu'un riverain ou qu'une riveraine comme moi, qui voit donc ces choses qui sont juste insoutenables en fait, la misère humaine, la précarité, la stigmatisation d'une certaine population, des migrants qu'on envoie sur ce camp, alors qu'ils n'ont aucun problème avec la drogue, et qu'on envoie vraiment qu'on envoie vraiment pour que les dealers puissent en finir avec eux, la stigmatisation, le racisme, etc. En quoi le fait qu'un riverain dise « je ne veux pas de ça, il n'est pas normal qu'on ait ça au XXIe siècle, dans la 7e puissance mondiale, etc. » En quoi ça fait de nous des cautions, en particulier de l'extrême droite? Oui, mais ce que François Diot, non mais on l'a entendu, on le lit sur les réseaux sociaux, etc. On l'entend. Des fois, on dit on ne veut pas de ça. À côté de chez nous, on dit ah oui, non mais vous faites. Et puis il y a une espèce de troll de l'extrême droite qui arrive en disant oui, non mais tout ça c'est de la faute des migrants. En quoi ça fait de nous des cautions en fait? C'est le mot caution que je ne comprends pas et que non. Et quand on parle, s'il vous plaît. d'hystérisation du débat, ça se fait des deux sens en fait. Voilà. Ok.
je crois que c'est pas ce que voulaient dire Stéphane Bribard et François a pu répondre, mais on a compris ce que vous vouliez dire, madame, et c'était assez clair. Et donc, le point de vue des riverains sera aussi exprimé dans la table suivante. Et c'est évidemment comment dire, une partie prenante très importante de ce débat. Un mot rapide, Marie. Un mot, c'est pas une image, en fait. Il faut, voilà. Trois mots, non? Voilà, 3 mots. Alors, 3 mots. La première, le premier mot, pardon, sur les riverains, on ne veut pas ça chez nous, etc. Et ça a changé ma vie. Du coup, moi, j'habite Gare du Nord, à côté de la salle de conso. Et avant même de travailler dans le champ des addictions, je peux dire que la salle de conso a changé ma vie et de manière très positive. Mais c'était une première parenthèse. Et j'imagine bien que si je vivais à côté du camp de Forceval à l'époque, j'aurais espéré qu'il y ait des salles de conso, des lieux de repos, des lieux de soins pour que justement ces personnes ne soient pas dans la rue. Et la deuxième chose, je pense que c'est important aussi de rappeler que les consommateurs dont on parle, et Fabrice l'a dit, c'est 10 à 20% des consommateurs de chaque produit. Et c'est important de rappeler aussi pourquoi on se focalise toujours sur ces consommateurs-là, pourquoi on se focalise toujours sur le crack comme un objet diabolique alors qu'il y a souvent des polyconsommations, etc. Et pourquoi ces personnes, on devrait les enfermer, ou en tout cas ils n'auraient pas accès aux mêmes droits que nous, ils n'auraient pas accès aux soins, alors que par exemple moi ou quelqu'un d'autre pourrait acheter ma cocaïne, la baser chez moi et ça ne poserait problème à personne. Marie, Geoffrey. Alors, quelques éléments rapides. Donc, moi, je pense que ce qu'a montré le débat aujourd'hui, c'est que quand on se parle, quand on est dans le dialogue, quand on s'écoute et quand on n'est pas sur les réseaux sociaux, il y a des points de convergence beaucoup plus importants que ce qu'on peut imaginer. Donc, ça, c'est un point important. Qui renvoie au deuxième, il est important de ne pas instrumentaliser le débat à d'autres fins, à des fins politiques, mais là, pas au sens noble du terme, pour effectivement hystériciser les questions d'immigration, les questions de précarité. Donc, essayons de sortir de ces formes d'instrumentalisation et de se recentrer sur qu'est-ce qu'est vraiment la réduction des risques. Et le dernier point, c'est redonnons la parole aux personnes qui consomment des substances et qu'elles puissent, elles, faire part de leur expérience, à la fois de l'abstinence, de la réduction des risques, parce qu'en fait, c'est elles qui sont les premières concernées. Jean-Paul. Tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Et quand j'entends CARUD, espace de consommation, on avait un dispositif qui suffisait d'améliorer, tout simplement, pour être structure de proximité, pour permettre une réduction des risques de proximité. Et je suis tout à fait d'accord là-dessus. Et bon, le faire sous un Porsche ou le faire dans un CARUD, il y a quand même une différence. Ceci dit, pour celui qui choisit de sortir une bonne fois pour toutes de ça, il faut lui donner toutes les chances d'en sortir. Et je suis certainement la structure qui peut apporter, en tout cas par le témoignage de ceux qui sont dans notre structure, je dirais un point de vue sur tout le parcours. Parce qu'ils ont choisi, enfin, pour la 20e ou la 30e fois chez certains, de quitter en utilisant les bons outils et en étant acteurs de leur établissement. Donc je pense qu'il faut aussi écouter ceux qui ont choisi l'abstinence et les évaluer. Moi, je suis prêt à recevoir une évaluation sur 35 ans de pratique bénévole pour moi, puisque en tant qu'ancien policier, je peux vous dire que c'est quand même une révolution. Quand on est dans le contexte répressif et qu'on va chercher des personnes pour les aider à sortir de la rue et à se réinsérer et quitter le champ
de ce que vous savez, puisque la drogue, c'est quand même pas la joie, c'est quelque chose de... Ça dépend. C'est un débat. C'est un débat. Ok. Au bout du compte, il y a quand même pas mal de conséquences dont on ne parle pas aujourd'hui. Ok. François, un mot. Bah, moi, je trouve que c'est intéressant de pouvoir débattre déjà. Alors, c'est vrai que les réseaux sociaux sont une fenêtre assez hystérique. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Maintenant, est-ce que les réseaux sociaux ne servent pas justement à ça, tout simplement, à pouvoir, au bout du compte, être invités dans un débat où, manifestement, les riverains n'ont pas été très invités ou beaucoup instrumentalisés de façon favorable. On le verra à la table ronde suivante. La question aujourd'hui... en fait, moi, je pense qu'il faut articuler beaucoup mieux le soin, prendre beaucoup mieux. Je ne crois pas du tout à l'histoire de la précarité et de l'usage, dissocié de l'usage. Je crois que c'est tout un contexte. Les usagers de rue doivent être mieux pris en charge. Les dispositifs comme les CARUD ne sont pas suffisants. L'hébergement est une nécessité. Mais l'hébergement sans proposition de soins n'est pas suffisant aussi. On l'a vu à Forceval, où plein de gens étaient déjà hébergés à l'hôtel. On l'a vu avec les différents plans CRAC, avec les différentes évacuations de la colline du CRAC. Pendant des années, les gens étaient mis à l'abri. Est-ce que ça leur permettait de trouver des solutions en termes de projets de soins? Bah non, malheureusement, pas suffisamment. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que les riverains soient pris en considération, y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec l'usage supervisé, arrêter de les stigmatiser. Parce que vous parlez beaucoup de stigmatisation des usagers de drogue. On peut vous renvoyer la balle sur cette question. Moi, je ne connais pas de gens, tout le monde, des collectifs qui sont opposés à la salle de consommation de la Riboisière, se sont désolidarisés et ont critiqué l'action de l'extrême droite qui est inacceptable. Que les choses soient claires. Moi, je ne suis pas un réac d'extrême droite, Stéphane. Je ne suis pas d'accord avec un dispositif. Je suis pas d'accord avec un dispositif qui me paraît pas suffisant et mal articulé avec les autres étapes. Articulons déjà mieux le travail entre CARUD et XAPA. Il y a vraiment du boulot parce que 8%, c'est vraiment pas suffisant. Et puis, offrons surtout une approche différenciée aussi du soin, telle qu'elle existe dans les pays anglo-saxons avec les centres de traitement, les halfway house. L'abstinence, ce n'est pas un gros mot, hein, pas plus que l'usage d'ailleurs. Okay. Merci. Merci François. On va terminer cette table ronde. Alors, moi je voulais dire le mien et je te laisserai dire le tien. Moi je voulais faire un pont entre ces deux univers qui se sont peut-être un peu rapprochés et qui continuent à s'opposer. D'ailleurs, je trouve ça dommage que, et ce n'est pas forcément votre cas, mais que l'abstinence en tant que choix face à une difficulté liée à une conduite compulsive soit rapportée au champ de la prohibition. Et c'est un de mes engagements que d'essayer de les distinguer. Mais il y a un point que je voudrais souligner qui m'intéresse et qui est un pont entre les groupes d'entraide d'un côté et des associations d'autosupport comme la nôtre, c'est que c'est les personnes concernées qui s'engagent et qui débattent sur leur situation, sur les politiques publiques qui les affectent, et c'est ça que je trouve intéressant. Fabrice, je te laisse conclure. Moi, c'est très très rapide. Je voulais vraiment remercier François, Jean-Paul et vous, madame, d'avoir eu le courage de prendre la parole, parce que j'ai bien conscience que c'est ça qui manque en fait dans notre dialogue. Hein. C'est, quelles que soient effectivement les divergences, elles peuvent se verbaliser et on verra qu'en fait, si on les analyse comme on l'a fait ce matin, il y a des points de consensus, il y a des points de vrai dissensus, notamment sur la loi 70. Je suis content qu'on ait pu le mettre en évidence ce matin. Et puis vous, madame, oui, par rapport à effectivement tout ce que vous pouvez entendre, mais je l'ai dit en démarrant, on est un milieu qui est auto-centré depuis des années. Je ne pense pas qu'on est aussi servi par l'État non plus, parce que c'est une politique, la réduction des risques, qui a été mise en place il y a très longtemps, sans aucune communication publique, qui s'est fait dans le secret, la discrétion, avec peut-être l'idée même que l'État n'avait pas envie qu'on disserte trop sur ces sujets qui sont un peu schizophréniques du point de vue de l'État, hein, c'est-à-dire la répression d'un côté et la réduction des risques de l'autre. Donc voilà, je tenais à vraiment insister sur cet aspect-là et espérons qu'on va progresser dans ce sens-là. Nous, on vous invitera, enfin nous, on
vous invitera le plus possible. On invitera le plus possible des gens qui ne sont pas nécessairement du microcosme, et j'espère qu'il y aura une réciproque.